Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire « je suis sûr que ça ferait un carton si quelqu'un se mettait à faire ça ». Oui? Et finalement? Finalement rien, vous avez stoppé là votre réflexion et n'avez rien fait car l'idée même de lancer un business est pour vous le bout du monde. Ou alors vous êtes lancé, motivé, vous ne comprenez pas aujourd'hui pourquoi cela ne fonctionne pas. Si vous avez connu ou êtes dans un de ces cas, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer au travers d'exemples concrets pourquoi certaines astuces de business que vous pensez excellentes ne le sont pas tant que ça. Et comment savoir si votre idée sera la clé de votre succès. Bonjour, je suis Daniel Doman, entrepreneur et consultant en stratégie de service. Je vous propose de vous partager mon expérience et mes connaissances dans le domaine de la création et de la stratégie entrepreneuriale. Cette vidéo est la première d'une série qui vont suivre sur des thèmes axés autour de la gestion et de la stratégie entrepreneuriale. Elles vous accompagneront de la structuration de votre projet à sa concrétisation. On abordera également des sujets plus pratiques tels que le choix de la structure à créer ainsi que les outils que vous pouvez mettre en œuvre pour la gérer au quotidien. Il s'agit de vidéos contenu assez denses, alors surtout n'hésitez pas à revenir sur des passages que vous n'avez pas compris ou à me signaler dans les commentaires des points que vous souhaiteriez que j'approfondisse. Allez, c'est parti! Pour monter un business, beaucoup de monde procède de la manière suivante. Ils repèrent une activité qui marche, évaluent les coûts et la copient en rajoutant éventuellement quelques fonctionnalités ou petits plus que personnellement j'appelle de cosmétiques. Prenons l'exemple de la restauration. Vous passez devant un restaurant bondé dans une rue passante, voyez que le restaurant est plein et vous décidez d'ouvrir un restaurant en face en vous disant qu'en faisant des portions plus grandes, cela attirera les clients du voisin. Cela fonctionne si le marché est en croissance, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour des nouveaux acteurs. Mais malheureusement, tout marché arrive à saturation. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas su vous différencier de vos concurrents, je veux dire de manière réelle, et surtout qu'ils ne puissent être copiés, vous allez immanquablement être entraîné par ce qui peut arriver de pire à un secteur. Je vous laisse deviner, la guerre des prix. En effet, si en prenant l'exemple du restaurant, votre seul critère est la taille de la portion, vous serez mal lorsque votre concurrent achètera des louches plus grosses pour remplir ses assiettes. À ce moment-là, votre seule manière de vous différencier va devenir le prix. Vous vous laisserez entraîner pour au final avoir une marge bénéficiaire qui couvrira à peine vos dépenses et ne vous laissera pas ou peu de quoi vivre. Il est primordial de créer une différence par rapport à vos concurrents qu'ils ne pourront pas copier. Si votre seule différence est de rajouter une fonctionnalité que les autres peuvent dupliquer, alors ils vont s'aligner et ce supplément va devenir un minimum demandé par vos clients. Vos concurrents vont alors le rajouter également et ce qui était au départ pour vous un avantage va devenir une contrainte car cela vous devrez payer pour. Dans son livre, Comprendre Michael Porter, John McGreta cite l'exemple d'un groupe hôtelier, le Westin Hotel and Resort. En 1999, ils décident de se démarquer de la concurrence. Ils vont pour cela améliorer toute la literie de la chaîne et créer un lit sur mesure qu'ils vont appeler le Heavenly Bed. Cette opération va leur coûter des millions de dollars. Sauf que, l'année d'après, alors même que leurs investissements n'étaient pas rentabilisés, toutes les autres chaînes ont fait pareil. Et en 2006, tous les hôtels avaient leur version du Heavenly Bed sans qu'aucun de coût ne puisse augmenter le prix des chambres. Ce qui était au départ vu comme une source de revenus s'est finalement transformé en charge. Ce problème est beaucoup plus prononcé lorsque vous démarrez votre activité. Vous ne comptez en général pas vos heures et faites tout dans votre entreprise pour contenter votre client, y compris des choses que vous ne facturez pas en heures supplémentaires. Sauf que si votre entreprise grandit et que vous prenez un ou plusieurs salariés, ce petit plus que vous offrez à vos clients va être fait par vos salariés et vous coûter de l'argent. Si en plus vous avez la chance de réussir, il y aura tôt ou tard, et en général tôt, une personne qui va vous copier et le petit plus va devenir un gros moins. De nombreuses entreprises d'ailleurs confondent la surenchère avec ce qui est un avantage pour les concurrents. Pour ceux qui prennent les VTC, vous avez pu le constater. Au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu se démarquer des taxis en offrant des petites bouteilles d'eau et des bonbons. Aujourd'hui, c'est devenu un minimum que les clients réclament de facto et mettent parfois un avis négatif si ils ne les ont pas. L'autre exemple que vous connaissez tous est l'offre à emporter une pizza achetée égale une pizza offerte que vous voyez fleurir partout dans les pizzerias. Alors qu'une réponse logique serait de dire que cette promotion est faite pour attirer les clients, lorsque vous demandez à un propriétaire de pizzeria pourquoi il propose cette formule, il vous répondra député parce que les autres le font. Le premier qui a sorti l'offre a probablement cru que cela était une bonne idée, mais au final, il doit aujourd'hui offrir une pizza à chaque nouvelle commande. Si vos concurrents peuvent vous copier, ce n'est pas un avantage, tout juste une opportunité. De plus, si vous n'êtes pas armé dans votre stratégie opérationnelle ou être financièrement en capacité de garder cette distance, vous allez très vite voir tous vos efforts anéantis par d'autres qui profiteront de leur capacité financière pour rafler la mise. L'exemple que vous connaissez tous est Google avec sa solution GPS Google Maps.
En rendant dans un premier temps le service gratuit car ils en avaient la capacité financière, ils ont balayé les concurrents type TomTom qui avaient pourtant le monopole des solutions de navigation et qui se reposaient dessus pour fournir un service payant. Une fois les concurrents relégués au second plan et après avoir ancré leur solution dans les habitudes des utilisateurs, Google a pu tranquillement appliquer la politique tarifaire qu'il souhaitait auprès des professionnels. Nous verrons d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment concevoir des solutions qui ancrent les habitudes dans les usages utilisateurs et pourquoi parfois ça ne fonctionne pas alors que vous avez l'impression que l'idée est révolutionnaire. L'un des meilleurs moyens de se sortir de cette course effrénée à la performance reste la création d'un avantage concurrentiel unique. Si vous êtes le premier, vous devez profiter de cet avantage pour chercher à vous rendre unique. Michael Porter, professeur de stratégie à Harvard, dit la chose suivante. Pour créer un avantage sur ses concurrents, il faut bannir l'idée d'être le meilleur, mais s'orienter vers l'idée d'être unique. C'est là que vous me dites, ouais, ok, mais comment est-ce qu'on fait pour être unique? Eh bien, pour être unique, il vous faut trouver un critère, une fonctionnalité ou une particularité que vos concurrents ne pourront pas copier. Par exemple, pour un objet de luxe, ce sera la renommée. Pour une formation, ça peut être un conseil personnalisé. Pour un restaurant, un accueil sans pareil ou un décor atypique qui lui donnera une âme particulière. La première étape pour être unique est de connaître et combler le besoin fondamental de votre client. Beaucoup de commerçants utilisent cette formule mais ne la mettent pas en pratique car ils se trompent de besoin, surtout s'ils sont le nez dans le guidon du fait de leur activité. Ce phénomène, appelé le syndrome du technicien, survient lorsqu'une personne avec un métier donné se lance dans une activité. Il considère souvent que bien faire son cœur de métier est suffisant pour garantir un succès sans se soucier des services annexes. Par exemple, un ancien cuisinier ouvrant un restaurant va tout miser sur la qualité de la cuisine mais négliger l'accueil, l'ergonomie du lieu. Un ancien mécano devenu garagiste va faire son maximum pour bichonner les voitures tout en négligeant la ponctualité et la réception des clients. Combien de fois n'avez-vous pas entendu des prestataires de services se plaindre de la mauvaise appréciation donnée par leurs clients alors qu'ils se sont donnés à fond sur leur activité? Il est essentiel pour comprendre les besoins de vos clients de les écouter. Cela semble simple de prime abord, mais détrompez-vous, l'exercice n'est pas trivial. Pour reprendre un exemple qui parle à tout le monde, si vous posez la question à un client de restaurant ce qu'il vient chercher dans le lieu, il vous répondra « je veux bien manger » ou quelque chose d'approchant. Et pourtant, si vous regardez la grosse majorité des avis négatifs de restaurants sur TripAdvisor, la plupart concernent souvent l'accueil, le lieu ou l'hygiène. Les avis concernant la qualité des plats sont relativement faibles au regard du reste. D'ailleurs, si le seul besoin du client était de manger, il lui suffirait de rentrer dans la première boulangerie ou le premier fast-food venu. Pour être unique, il faut avant tout se démarquer de ses concurrents en comblant des besoins là où on ne vous attend pas. C'est un exercice qui n'est pas facile car cela demande d'avoir une réflexion approfondie sur l'attente de vos clients. Cette attente n'est pas forcément liée à votre cœur de métier. En 2003, lorsque Guillaume Pépi a pris les rênes de la SNCF, l'image de la compagnie auprès du public était désastreuse. Il a alors imposé un gros coup de collier sur la ponctualité des trains qui s'est grandement améliorée. Pourtant, la satisfaction des clients était toujours mauvaise. Après enquête, il s'est avéré qu'en fait, les gens se plaignaient non pas de l'arrivée des trains, mais de la propreté et de l'information en gare. C'est d'ailleurs à ce moment-là que des opérations de séduction type piano en gare ont vu le jour. Un exemple plus parlant est la vente de produits en ligne. Si vous vous amusez à regarder l'avis des internautes sur des produits vendus, vous constaterez que très souvent, les avis négatifs sont donnés par des clients mécontents de la livraison ou du délai. Même si le produit est excellent, un client mécontent de sa livraison ou du service client va rejeter en bloc votre produit. Je vous ferai d'ailleurs prochainement une vidéo plus complète sur les besoins d'un client et la psychologie qui s'y rattache. Pour l'instant, on va juste se contenter de rappeler qu'il y a 3 types de besoins pour un client. Le besoin explicite, le besoin implicite et le besoin latent. Le premier, le besoin explicite, est la demande claire qu'exprime votre client lorsqu'il vient vous voir. Par exemple, pour un acheteur de baskets, il vous dira « je veux des baskets ». Pour un restaurant, « je veux manger ». Pour un téléphone mobile, il vous dira « je voudrais un téléphone ». Le besoin implicite, quant à lui, est ce qui n'est pas demandé par le client, mais qui, pour lui, logiquement, doit être inclus. Par exemple, pour des chaussures, c'est la boîte. Pour un restaurant, ce sera une table pour manger. Et pour un téléphone, qu'il puisse téléphoner. Il est important de bien définir ici avec le client ce qu'il attend de son produit et de lui préciser ce qu'il va obtenir avant la transaction, car les attentes ne seront pas les mêmes d'un client à un autre. Il vous est tous déjà arrivé d'acheter un produit et un service auquel il manquait quelque chose que vous pensiez inclus alors qu'il ne l'était pas. Un exemple d'incident, par exemple, est le restaurant qui demande à un client, après l'avoir fait patienter, d'aller manger au comptoir parce qu'il ne l'avait pas prévenu qu'il n'y avait plus de table libre en salle. Le troisième besoin, le besoin latent, est le plus difficile à faire émerger, car il est parfois enfoui dans l'esprit du client et il y a plusieurs raisons possibles à cela. La première, il peut en avoir honte. Ou alors il se le cache car il refuse de l'admettre. Ou alors il ne veut pas en parler avec tout le monde.
Pour reprendre nos 3 cas de figure, un acheteur de basket voudra peut-être impressionner ses amis en ayant l'air plus cool. Le client du restaurant voudra un endroit chaleureux où il puisse échanger avec le serveur pour passer le temps parce qu'il est en déplacement professionnel. Et l'acheteur de téléphonie mobile peut-être avoir un téléphone mobile de dernière génération, non pas parce que le sien se fait vieux, mais pour épater ses amis. Quelle que soit la motivation cachée de votre client, c'est en y répondant que vous créerez un avantage par rapport à vos concurrents et serez innovant. Pour notre cas du vendeur de chaussures, le client attend peut-être des conseils sur des objets tendance ou le style qui lui irait. Vous devrez toujours vous demander pourquoi ce client viendrait chez moi et pas ailleurs. Si vous arrivez à faire cela, vous aurez déjà accompli 80% du travail. Mais attention, vous ne devrez jamais perdre de vue que tout client venant vous voir ne veut pas seulement acheter quelque chose, mais vivre une expérience unique et elle commence au moment où il franchit la porte ou qu'il vient sur votre site internet jusqu'au moment où il s'en va, voire après s'il a affaire au service client. Vous ne pourrez réussir que si toutes les étapes de la chaîne sont prises au sérieux. Rappelez-vous toujours que les bénéfices sont dans les détails. Cependant, même si vous avez bien fait le job en conseillant et en créant un lien avec le client, tout sera gâché si vous n'êtes pas réactif tout au long de la chaîne. Pour la vente en ligne, c'est par exemple des délais de livraison rallongés sans prévenir le client ou pour un restaurant un accueil froid et distant. Tout le monde peut servir un plat, mais tout le monde ne peut pas offrir une expérience unique en le faisant. Et rappelez-vous que quelle que soit votre méthode, elle n'est pas éternelle. Et vous devrez constamment vous remettre en question car les attentes d'un client évoluent au cours de son existence. Un client qui vient vous voir un matin pour acheter des vêtements pour plaire à quelqu'un, viendra peut-être quelques semaines plus tard acheter des vêtements pour un mariage. Ses attentes ne seront alors pas les mêmes. Je vous propose de nous revoir dans environ 15 jours et je vous expliquerai comment trouver des nouvelles idées qui fonctionnent et comment innover. Les prochaines vidéos aborderont également les thématiques de la psychologie, des habitudes utilisateurs et le choix de la structure à monter lorsqu'on crée son entreprise. Je vous en ferai une ensuite sur comment recruter son personnel. Alors si vous souhaitez recevoir des slides synthétisant ce que nous venons de voir dans cette vidéo, demandez-les-moi par email à l'adresse indiquée dans la description et je vous les enverrai avec plaisir. Pour être informé de la mise en ligne des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié mon contenu. Voilà, dites-moi également dans les commentaires ce que vous souhaiteriez voir abordé dans les prochaines. Et enfin, je vous ai également mis en description les liens vers les livres que je cite et que je vous conseille si vous voulez devenir un entrepreneur gagnant. À bientôt.